Là, aujourd'hui, de bénéficier de ton intervention ultérieurement. Et je demande bien à tout le monde de OK. couper, les micros, pendant l'intervention d'Étienne. Donc c'est parti Étienne, on peut commencer. Bah, bonjour à tous, merci, de m'avoir invité déjà Hervé et à vous d'assister. Moi je suis journaliste depuis, ouais, maintenant plusieurs années. Je suis à un âge où j'arrive à dire, où j'arrive plus à me souvenir depuis quand je suis journaliste, mais ça fait plus de 25 ans, dont une dizaine d'années en télé d'actu en continu notamment, à l'étranger beaucoup et puis, après de retour en France en presse écrite et depuis près de 10 ans maintenant, je suis impliqué à différents degrés d'intensité dans l'éducation aux médias et depuis 2 ans, à 100 c'est mon travail tout le temps. Je travaille donc pour une structure qu'on a créée qui s'appelle l'APEM, que je dirige, c'est l'Association pour l'éducation aux médias. Alors si je suis meilleur en partage de dossiers, je vais pouvoir vous montrer quelque chose, si vous voulez bien. Comme ça, j'ai un petit support à vous partager éventuellement. Ça sera, ça sera plus intéressant pour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez mon rapport annuel ou pas? Non, vous voyez rien du tout? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bon, ça marche pas super bien. Ah et voilà, j'ai pas d'autorisation pour partager les choses. Alors je te l'ai envoyé Hervé, si jamais tu peux remonter ton mail il y a quelques minutes. Je vais vous montrer le rapport annuel de l'APEM. Donc l'APEM, c'est une structure associative qui a été créée par 2 syndicats d'éditeurs de presse. Au départ, l'Alliance de la presse, c'est-à-dire toute la presse quotidienne et puis regroupé, aujourd'hui au sein du conseil d'administration, le syndicat de la presse magazine. Donc c'est le monde de la presse écrite qui s'est mis en ordre de bataille pour l'éducation aux médias. D'accord? Notre structure telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est sur pied depuis, 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Nous avons, une présidence tournante. Avant, c'était Pascal Ruffnac qui était président de Bayard. Maintenant, c'est Marianne Denis qui est directrice générale de Milan Presse. Voilà, on a des gens donc du monde de la presse qui sont impliqués dedans et historiquement, l'éducation média, ça fait 35 ans que ça existe, dans la presse écrite. Ils ont présidé notamment à la création du Clémy et cetera. Merci Hervé. Tu peux juste défiler les pages, c'est pour vous montrer deux trois trucs. Et nous, on s'intéresse, tu verras sur la page 3, on s'intéresse à 3 publics, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le monde scolaire, ce qui était un peu paradoxal puisqu'après tout, c'est pas les gamins qui nous lisent, directement, nous, les types de presse pour adultes. Pour autant, c'est là où on a concentré nos efforts. Donc on est, Clémy compatible, on a beaucoup d'actions dans le monde scolaire, mais on est aussi, enfin on n'est pas Clémy dépendant. C'est-à-dire qu'on veut s'affranchir aussi de cette domination du monde scolaire dans l'éducation aux médias, parce qu'on pense qu'il y a plein d'endroits, c'est pas à vous que je l'apprends, où on fait de l'éducation aux médias et on l'a fait de manière pertinente et on l'a fait de manière utile, et on se retrouve là-dessus. En termes de je suis très transparent, hein, de public, de gens qui nous connaissent, nous, les titres de presse, de gens qui pourraient nous connaître. C'est pas une démarche commerciale, hein, c'est une démarche de survie, hein, pour les éditeurs de presse. Ils ont enfin compris que si on faisait pas des efforts aussi pour, casser un peu les barrières qui se sont créées entre la population et les titres de presse, écrites, pour les questions d'usage, de mode et cetera, bah, on survivra pas, quoi. On a bien conscience qu'il y a une génération de trentenaires, quarantenaires aujourd'hui qui n'ont quasiment jamais eu de journaux dans les mains ou qui vont pas sur les sites d'information. Donc, au-delà du monde scolaire, on vise évidemment, le troisième âge, qui est notre lectorat naturel. La moyenne d'âge d'un lecteur de presse papier aujourd'hui, c'est 67 ans. Lorsqu'on cumule site internet plus presse papier, c'est 45 ans. Donc on a des gens qui viennent en ligne sur nos marques, mais qui ne lisent pas le journal papier. Le journal papier, pour la presse, c'est encore entre 60 et 80 du chiffre d'affaires. Donc il y a un besoin, on dépend encore aujourd'hui, hein, de la presse papier. Et tous ces trucs-là qui semblent très corporatistes, sont des éléments économiques qui nous paraissent essentiels pour expliquer aux gens aussi pourquoi ils ont besoin de l'information et à quoi ça sert. Voilà, c'est des petits éléments, annexes, mais qui nous semblent, nous, importants. Bref, l'éducation aux médias telle qu'on la voit, c'est, tous les âges, les parents, les enfants, bien sûr, mais aussi les grands-parents. Les jeunes adultes, c'est un univers qui nous intéresse beaucoup parce qu'on leur a jamais parlé. On a parlé des jeunes, mais on s'est jamais adressé aux jeunes. Alors maintenant, ça commence, avec Instagram, avec TikTok, mais si tu veux défiler, Hervé, hein, il y a des éléments après autour de ça et
mais c'est pas tout, quoi. Il faut qu'on fasse autrement et on est persuadé, nous, que l'éducation média, ça passe par la pratique. Voilà, encore une fois, c'est pas à vous que je l'apprends. C'est bien d'avoir des principes et des idées, mais si on n'est pas complètement informé, on risque de se tromper. En faisant, on se rend compte des choses. Donc on parle, voilà, tiens, tu peux juste t'arrêter là. Voilà, pour les publics, donc tous les publics, on travaille. Pour les médias, parce que nous, c'est aussi la montée en compétence des journalistes dans l'éducation média qui nous intéresse. Hein, pour la compétence professionnelle, c'est très important. Aujourd'hui, avec Pass Culture, il y a de l'argent public qui est mis sur la table. Donc on estime que c'est normal aussi d'apporter une prestation de qualité. Et puis, on sert aussi à créer de la ressource pour les entreprises de presse qui se lancent dans l'éducation aux médias. Donc, on va y venir. On a plusieurs exemples d'activités qu'on a créées. Et alors, faut m'arrêter, hein, parce que, un, je suis super bavard, deux, je suis journaliste et c'est mon métier de parler. Et trois, je passe mes journées à parler de ça et à faire ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou c'est trop chiant ou trop long, vous me le dites. Je ne me vexerai pas, ne vous inquiétez pas. Ce que ça représente aujourd'hui, c'est tous les grands titres de presse régionale, la presse départementale, quelques titres de presse nationale, pour vous donner un ordre d'idée. La presse magazine, toute la presse jeunesse magazine, oui. On n'a pas encore les news mag qui ne sont pas qui sont pas appliqués. Et donc, c'est une centaine de titres impliqués. On a 700 titres au total référencés dans nos organisations professionnelles, dont beaucoup de titres à l'échelle ultra-locale, qui, eux, commencent vraiment à s'impliquer dans l'éducation aux médias. Certains les connaissent peut-être sur les territoires, mais on a beaucoup de médias, alors dits indépendants, c'est-à-dire pas traditionnels. On a beaucoup de petits médias, voilà, qui se lancent là-dedans pour des questions idéologiques et économiques. L'une et l'autre se rejoignent, c'est très bien. En tout cas, voilà, c'est des centaines de titres qui s'impliquent aujourd'hui. La grosse opération, ça reste pour nous la semaine de la presse à l'école parce qu'elle est symbolique et qu'on donne entre 600 000 et 1 million d'exemplaires. On donne, hein. Ça a toujours été gratuit. Aujourd'hui, on part vers plutôt des abonnements numériques pour les classes, etc. On organise beaucoup de rencontres élèves-profs dans le monde scolaire, mais je pense qu'il faut qu'on les développe aussi vers d'autres publics. Aujourd'hui, on est entre 500 et 1000. Alors, j'étais assez humble là-dessus, mais ouais, je pense qu'il y a plutôt 1 millier de rencontres par an entre des visites dans le monde scolaire, mais aussi des rencontres dans les journaux. Ça, c'est pareil, hein, on peut amener des groupes dans les rédactions, ça se fait, et ça se fait de plus en plus, ça se fait de mieux en mieux. Et quels que soient les âges, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on continue à développer. Puis on a des activités à part, on a un concours de reportage qui s'appelle Europorter. Notamment, je vais parler d'un atelier qu'on a créé qui va vous intéresser, j'espère. Et puis, on organise des conférences, voilà, on s'active autour de l'éducation média. Et moi, je fais beaucoup de lobbying, beaucoup de travail. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon ancien président, Pascal Ruffnac, qui vient d'être nommé à la tête du groupe de travail éducation média dans le cadre des États généraux du droit à l'information. Donc, on va être très impliqué là-dedans aussi, évidemment. Donc, voilà pour ce qu'on fait. Alors voilà, bon, ça c'est une plaquette officielle, hein, donc vous voyez le réseau, et le réseau est très, très étendu. Si tu veux, Hervé, on peut passer au sujet de l'actu en débat, qui est l'autre document un des deux autres documents que je t'ai envoyé. Donc je vous disais, nous, avec le monde scolaire, il n'y a pas de problème, on est très impliqués, il n'y a pas de souci, etc. Moi, ça me gêne depuis des années qu'on ne fasse rien avec l'éducation populaire. Non pas parce que j'ai eu mon BAFA avant d'avoir mon diplôme de journaliste, mais parce que, voilà, c'est pas parce que les gamins sont pas à l'école qu'on doit arrêter l'éducation aux médias. Et là, alors là, je suis extrêmement orthodoxe. Je reste persuadé que les journalistes ont une part active très importante à mener dans l'éducation aux médias. Les gens qui enseignent la dissection, ils ont ouvert des corps. Les gens qui voilà, enseignent la cuisine, ils savent faire des gâteaux, ils savent faire à manger. Je pense que c'est important, quand on parle de médias, d'avoir mis les mains dedans, ou de mettre les mains dedans, ou en tout cas de se faire appuyer ou de se faire aider par des gens qui ont les mains dedans toute la journée, parce que en plus, c'est un domaine qui change très vite. J'ai hésité tout à l'heure à vous parler de médias indépendants. Je fais une petite incise là-dessus, parce que c'est exactement le problème que j'essaie d'illustrer ici sur mes histoires de participation des journalistes. Je peux vous poser une question? N'hésitez pas à répondre, hein, c'est un petit jeu, mais c'est quoi la presse indépendante selon vous? Quand on parle d'indépendance de la presse, on parle de quoi? Ou de médias indépendants? Il y a pas de fausse réponse, hein, c'est une question De qui la finance? ouais, OK. Le plus gros, journal français, il s'appelle Ouest France.
il est financé par une association loi 1901 qui contrôle le journal. D'accord? Est-ce que c'est un média indépendant, plus indépendant, moins indépendant que les autres? J'en sais rien. Journal Sud-Ouest, il appartient à une famille, une vieille famille, voilà, avec plein d'actionnaires. Ils sont, plus ou moins dépendants des pouvoirs publics. L'aide à la presse sur un exemplaire vendu d'Ouest France, c'est 1 centime pour un journal qui est vendu 1,35 ou 1,40, je sais plus combien c'est. 1 centime de l'exemplaire. D'accord? Sur 700 000 exemplaires, voilà, donc c'est beaucoup d'argent, tous les jours, vous vous rendez compte? Mais ramené à l'exemplaire, c'est rien. Un média, comme j'en connais certains et qui sont très bien et qui ont plein de bonne volonté, mais qui sont dépendants d'une subvention publique sur une métropole, moi, je m'interroge toujours sur le degré d'indépendance économique qu'ils ont, comme je m'interroge sur le degré d'indépendance économique qu'un journal racheté par un armateur peut avoir lorsqu'il faudra traiter la question des conditions sociales des gens qui travaillent sur le port autonome de la ville en question. Heu, tout ça pour vous dire que la question de l'indépendance des médias, chez nous, elle est, très protéiforme et donc lorsqu'on parle d'indépendance des médias, on s'arrête, nous, à la question de l'indépendance de la rédaction. Il y a aujourd'hui des mécanismes et des fonctionnements sur l'indépendance des rédactions qui permettent notamment aux gens du JDD de partir avec des chèques malgré tout. Et on ne peut que déplorer le rachat du JDD par un milliardaire idéologue. Mais les journalistes en question ont pu partir avec des conditions spécifiques qui ne sont pas du tout celles avec lesquelles vous pourriez partir vous, si vous deviez quitter votre employeur pour des questions idéologiques. Il y a des garanties, des parachutes même donc qui existent en France, voilà, qui garantissent un peu, pas assez souvent, mais un peu au moins l'indépendance des médias. Et puis on a des clauses de conscience. Moi, si je peux refuser de traiter un sujet dans une rédaction, par exemple, si il parle de ma femme ou de gens que je connais, ou d'amis, ou d'ennemis. Enfin, voilà. Bref, l'indépendance, c'est une notion qui est difficile à saisir. Donc, je vais faire ma petite parenthèse, mais je voulais vous expliquer ça euh, pour vous dire pourquoi c'est important d'avoir des gens des médias qui participent à l'éducation média, parce que c'est un monde qui est difficile à schématiser tellement il est protéiforme. Néanmoins, il y a des vérités transversales et ça, on les partage tous, je pense. Heu, L'intérêt de l'esprit critique, l'intérêt de l'utilisation des médias d'information comme moteur social, comme moteur collectif, comme, nourriture du débat public, du débat, amical, du débat familial. Heu, c'est une ressource, l'information. En France, elle est encore plutôt bien produite, plutôt indépendante, en termes rédactionnels et donc il faut en profiter, or elle est attaquée. Donc nous, on s'est dit à partir de ça, comment est-ce qu'on peut, défendre un peu ces valeurs d'information auprès d'un public qui semble avoir de l'appétit, qui est celui des 16-25 ans, parce que c'est un public auquel on n'a jamais parlé, véritablement, et qui a soif qui commence à exercer ses droits de citoyenneté d'une manière proactive avec le vote et on voit que les taux de participation sont quand même pas géniaux et on se dit que c'est un peu dommage, que l'information et les médias ont un rôle à jouer là-dedans pour nourrir le débat public. Donc comment est-ce qu'on redonne un peu le goût du débat autour de l'information à ces catégories d'âge-là? Donc c'est pour ça que j'en ai parlé à Hervé, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi à vos camarades de la Ligue de l'enseignement. On est en train de alors si on peut montrer Hervé l'autre document, l'actu en débat, c'est moins coloré que ce que je vous ai montré, mais c'est plus précis. L'actu en débat, c'est un atelier qu'on voudrait vous proposer, ceux qui sont intéressés et qui concerne des groupes de 16-25 ans. On prend un sujet d'actualité, d'accord? Et on va créer une séance d'1 heure autour, avec 3 temps. Il y a un questionnaire interactif. Vous connaissez tous Kahoot? Vous voyez ce que c'est? Ouais, non, oui? Voilà, donc un outil, Kahoot, un débat propre à partir de supports Je pense d'actualité. pas, Étienne. Kahoot, je veux bien que tu expliques. OK. Kahoot, c'est un jeu, un un système qui se fait sur internet qui permet de créer des quiz, en fait, des quiz interactifs. Donc vous allez sur Kahoot, quand vous êtes l'auteur du quiz, vous créez votre quiz et on vous donne un petit numéro et vous dites aux participants: «Voilà, vous prenez votre téléphone, vous allez sur kahoot.it, vous mettez le numéro, vous avez un quiz qui s'affiche et le quiz en question, c'est vous qui l'avez créé. Et à chaque fois qu'ils répondent, les résultats s'affichent en direct. Donc, vous avez des histogrammes avec des colonnes. On voit que l'équipe A ou l'équipe B. D'accord? Voilà, ça permet en fait de rendre ludique un,
un moment d'apprentissage. Moi, j'ai beaucoup rigolé avec mes enfants et ma femme. On se faisait des caouts pendant le confinement, le soir, des questions, on peut faire sur tout et n'importe quoi, hein, caout. C'est pas que pour faire des trucs sérieux, hein, faut pas voilà, on peut vraiment s'amuser avec. Mais, c'est un très bon outil pédagogique puisqu'il est interactif et il passe par un objet, que notre cible d'âge, à 16-25 ans, possède à plus de 90. Donc je vais vous expliquer après comment on s'en sert, hein. Et donc il y a ce quiz interactif avec Kahoot, un débat d'actualité autour de 2 supports d'information et puis un dernier temps qui est soit une interview d'un expert, soit une rencontre avec un journaliste, soit un autre questionnaire. Hem, le but du jeu, c'est pour nous de permettre aux gens de se rendre compte que bien s'informer, c'est une ressource dans leur vie, amicale, collective, citoyenne, civique, et cetera. Donc on prend un thème d'actualité par mois. Nous, on va créer des supports, des fiches. On prend un thème d'actualité par mois, on crée un quiz Kahoot autour de ça et sur ce thème d'actualité, surtout, on a pris 2 supports d'information. Je vous donne l'exemple sur lequel on vient de travailler pour que ce soit plus clair. On a pris un article de Ouest France qui est un récit d'un jeune Français, qui s'est engagé dans les brigades internationales en Ukraine et qui fait le récit, de sa montée au front. On monte à 50, on revient à 15. Moi, je me travaille toujours avec une grenade parce que ma hantise, c'est me faire poignarder par les Russes dans les tranchées. Je préfère me faire exploser. Je pense à la mort tous les jours. Enfin voilà, quand je lis les extraits de l'article, l'autre jour, je l'ai fait devant 60 gamins, il n'y a pas un bruit parce que l'article est absolument fabuleux. Il nous amène dedans. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. L'autre support d'information sur le même sujet, qui est donc la guerre en Ukraine, c'est la sélection des 6 clichés les plus marquants de l'année dans l'Express. Vous avez 6 photos de la guerre en Ukraine qui sont assez frappant. Et donc la question, merci Hervé, c'est, pour raconter la guerre, peut-on tout montrer? Voilà. On leur demande pas, est-ce que c'est bien d'informer les gens et cetera? C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment leur montrer à quoi ça leur sert de s'informer correctement. Et pour ça donc, il faut savoir s'informer correctement. Donc on inverse un petit peu la proposition habituelle. Hem, on a fait 2 expérimentations avec ce jeu. La première s'est bien passée, la deuxième s'est mieux passée parce qu'on avait, développé des cartes de jeu, en fait, d'arguments pour, contre, qu'on a distribuées pour ceux qui n'avaient pas, nécessairement l'argument et c'était un moteur pour la discussion. Donc dans notre atelier, on va donc produire tous les mois un support sur un thème différent et il y aura à chaque fois des cartes de jeu pour, contre la question qui est posée. Et le troisième temps, donc c'est une intervention soit d'un journaliste, alors on va toujours produire une vidéo sur le sujet. Bon, ce sera l'interview d'un journaliste qui revient, par exemple, d'Ukraine, d'accord? Ça peut être, voilà, ce genre de choses ou d'un expert mais on va aussi produire un deuxième questionnaire Kahoot qui sera là, plutôt sur les aspects, médias propres. Maintenant que vous avez débattu, en fait, est-ce qu'on peut tout montrer? Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord du fait qu'il faut, bah, je sais pas, ça permet aux victimes, par exemple, de témoigner, comme à Abu Ghraib, sans les photos des tortures de la CIA, on n'aurait jamais pu savoir ce qui se passait là-bas et donc il n'y aurait pas eu d'enquête. Donc, vous voyez, c'est le genre d'argumentaire vers lesquels on les amène et ils en débattent. Donc, une fois qu'on a ça, après, on va leur dire bon, bah, comment est-ce que, d'après vous, on doit sélectionner ce qu'on montre dans une rédaction? Est-ce que c'est uniquement aux téléspectateurs de choisir d'éteindre sa télé ou pas, finalement, lorsqu'ils travaillent? Et voilà comment ça se passe dans une rédaction pour choisir quelle information on montre. Voilà, les chartes, est-ce que c'est bien d'avoir des chartes? Voilà, bref. Donc il y aura un deuxième questionnaire si jamais, l'animateur préfère utiliser ça. Donc voilà, très schématiquement, comment ça se passe, notre objet, l'actu en débat. Et donc on s'est dit, ça pourrait tout à fait, si ça vous intéresse, être quelque chose qu'on vous inviterait à utiliser. Soit directement auprès de groupes de jeunes, soit dans la formation de gens. Dans le cadre, des formations d'animateurs, dans le cadre des formations de service civique, enfin voilà, peu importe. Mais on se dit que sur ce groupe d'âge aussi, ça peut être quelque chose d'utile parce que c'est un outil et c'est pas, encore une fois, à vous que je l'apprends, voilà, qui mêle, la prise de parole et l'écoute et le débat, mais sur un sujet qui nous intéresse et nous semble important et vous semble important aussi, j'espère.
Alors peut-être qu'avant que tu passes à l'autre projet plus spécifique là, autour des Jeux Olympiques, on peut déjà entamer un petit échange Alors ça peut être aussi, je pense par exemple à, je sais pas Bernard, est-ce que s'il y a des témoignages aussi complémentaires d'actions qui ont déjà été menées un peu de ce type, parce que Étienne, je sais pas si je t'en avais parlé, mais on a à Lyon un partenariat historique assez fort avec Entre les lignes. Voilà, donc ça peut être un peu des témoignages qui complètent et puis des questions voilà, pratiques sur comment ça pourrait effectivement s'intégrer soit sur le champ de l'animation, soit sur le champ de la formation. Ce que j'ai pas dit, c'est que Hervé, juste pour préciser un truc, c'est juste nous on pourra produire une fiche qui va être télécharger sur notre site et on pourra l'utiliser de manière complètement autonome, hein, ce support. C'est pour ça que c'est comme ça que c'est fait. Voilà. D'accord. Pardon. Alors oui, Bernard, je veux bien. oui, non, mais très, très rapide, effectivement, on travaille depuis, ça doit faire 5-6 ans, avec, que peut-être vous connaissez, hein, une association qui s'appelle Entre les lignes. Et du coup, oui, ça a été un croisement, on va dire, entre l'éducation populaire des Francas du Rhône et puis cette association. Donc, on a construit ensemble de la formation pour des animateurs, notamment voilà, sur les sujets qu'un peu que vous évoquez, sujets un petit peu compliqués où les animateurs ont à gérer après avec des enfants, sur la question de complotisme, enfin bon, plein de choses. Voilà, puis après, c'est l'association comme vous, elle fait ses propres interventions, elle se déploie un petit peu sur le territoire. Mais c'était intéressant, juste le petit témoignage, voilà, de croiser à la fois l'éducation populaire, enfin nos connaissances à nous et les questions auxquelles ont été confrontés les animateurs et les réponses, enfin la façon dont les journalistes aussi, qui connaissent pas forcément tous très bien ce milieu des enfants accueillis ou des jeunes accueillis en centre de loisirs. Donc voilà, moi c'est juste témoigner de l'intérêt pour nous, en tout cas, de se croiser avec des professionnels comme vous pour essayer de réfléchir ensemble. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est réfléchir ensemble, c'est-à-dire qu'on a chacun un petit bout des choses et on s'enrichit de nos, on va dire, connaissances mutuelles, enfin, sans vouloir faire du cirage de pompe, mais réellement, enfin, moi, j'ai vraiment vécu comme ça, quoi. Alors, après, je ne sais pas s'il y a notamment, je pense aux collègues là, qui sont aux manettes des projets radio ou des formations sur le MI, s'ils ont des questions à poser. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Étienne, sur la place des journalistes dans les actions de MI, parce que ça peut être un sujet un peu sensible parfois. C'est-à-dire que nous, on revendique aussi notre légitimité à agir sur le champ de l'EMI et notamment avec le vecteur radio qui est notre vecteur assez privilégié. En revanche, on a toujours dit, mais c'est vrai pour pratiquement toutes nos actions, hein, que si on a une légitimité à agir, on a envie d'agir avec des gens qui nous soutiennent. Donc tout à l'heure, et des gens professionnels qui nous soutiennent sur le champ. Donc c'est vrai en philo, c'est vrai en activité artistique, c'est vrai dans le champ des activités scientifiques également. Donc le comité de parrainage illustre ça, le comité de parrainage des radios Franca, mais aussi effectivement tout un tas d'initiatives où on va faire une place de choix à des journalistes qui vont venir soit intervenir dans des projets que l'on mène. Donc ça peut être des formations ou des animations qu'on mène avec les enfants. Voilà, donc c'était pour rebondir sur cette question de la place des journalistes, où je pense qu'effectivement on a vraiment une action très complémentaire et des choses à s'apporter les uns les autres, quoi. Alors Adeline, oui. Ouais, moi j'avais juste un petit témoignage parce que du coup la tribu on travaille avec des collégiens et des lycéens. La différence c'est que contrairement au public scolaire, c'est un public non captif. Adeline, précise ce que c'est la tribu parce que La tribu c'est une radio associative locale, donc on a une fréquence permanente sur les ondes, mais c'est sur le champ du loisir en fait. Donc on intervient aussi du coup dans les établissements scolaires, mais on a aussi un public qui vient parce qu'il en a envie.
Et du coup, l'actualité en débat, l'atelier me faisait référence. Nous, on fait un peu quelque chose dans le même genre, sauf que la différence, c'est que c'est eux qui choisissent leur sujet d'actualité. Et nous, très vite, on doit trouver les sources. Voilà, il y a un côté très rapide qu'on ne pourrait pas faire du coup dans les établissements scolaires. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, la différence entre le public captif et non captif. Parce que captifs dans les établissements scolaires, bah, ils n'ont pas le choix. Donc, il faut aussi les emmener, les embarquer, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, bah, nous, on a cette chance-là aussi quand ils viennent sur le champ du loisir. Et du coup, moi, à la base, je suis journaliste, même si moi aussi, j'ai eu mon BAFA avant d'être journaliste. Et je trouve que le lien, en fait, elle existe depuis 2007, la radio. Et moi, j'y travaille depuis 2008. Et finalement, on se rend compte le lien entre l'éducation populaire et le monde journalistique, en fait, il est dans la transmission. En fait, parce que dans l'éducation populaire, il y a vraiment la transmission des savoirs. Et quand on est journaliste, j'ai l'impression que le plus important, c'est transmettre aussi une information ou des informations, et quel que soit le média, qu'elle soit presse écrite ou radio. Donc, je trouve que déjà là-dessus, en fait, ça me semble évident. Le lien entre les deux, voilà, a été pour moi assez simple parce qu'en fait, on se rejoint vraiment là-dessus, quoi. Mhm. Et Étienne, moi j'ai une question pratique, c'est-à-dire que quand l'APEM intervient là, pour animer, que ce soit en formation, en animation, ce débat avec intervention du journaliste, comment ça se passe au niveau de l'économie du système? Pour l'instant, nous, on l'a créé pour nos membres, heu, l'actu en débat, d'accord? Donc c'est gratuit pour nos partenaires. Et le but du jeu, c'est que tout le monde s'en saisisse. Après, nos membres, donc ce sont les éditeurs de presse, hein, voilà. C'était pour pouvoir proposer à chaque éditeur. Encore une fois, nous, on fonctionne une manière très descendante, où on crée des ressources et c'est les journaux qui s'en emparent. On essaye de faire ça. Moi, j'ai pas d'équipe de 20 personnes qui font des animations. Mais on commence à me demander justement d'en faire. Donc, je suis en train de réfléchir, Hervé, pour répondre directement à ta question, au modèle. Euh, le seul, je n'en suis que là à l'état de ma réflexion, donc c'est pas définitif. Il faut que je fasse valider par mon conseil d'administration, mais l'idée, c'est de produire au départ un support par mois différent, mais très vite, 2 supports par mois, je pense, d'actu en débat, et de proposer un mode de licence à l'extérieur pour ceux qui seraient intéressés. Mais je n'ai pas encore réfléchi aux détails du modèle, parce que si je le vends, j'ai des questions de droit d'auteur, en fait, à gérer. Mmh. Et je ne veux pas avoir de questions de droit d'auteur à gérer sur l'utilisation de la copie et autres, voilà, même si ce sont nos adhérents. Mais, donc pour l'instant, la question n'est pas encore réglée parce qu'on commence sur ce sujet-là. OK. Après, lorsque moi je fais des interventions, là, on m'invite au Club de la Presse à Lyon, justement, pour faire une formation des questions en médias. Bon, bah là, c'est un tarif très simple qui est payé à l'association, quoi, tu vois. Voilà. OK. On passe à la deuxième proposition? Suivant? Ouais. Ouais, Je fais voilà. encore un partage là du document que tu m'as envoyé? Bien, OK. excuse-moi, hein, de ne pas avoir la main sur la machine. Donc il y a les JO et cela, nous ravit évidemment, mais j'ai commencé comme journaliste sportif en plus, mais bon, ça a duré qu'1 an. Mais voilà, donc les JO, on se dit: «C'est incontournable». C'est incontournable, heu, tout le monde va en parler, ça arrive l'été, donc comment est-ce que nous on se positionne par rapport à ça? Le but du jeu pour nous, encore une fois, c'est de s'intéresser à ce public, jeune auquel on ne parle pas assez. Donc ce qu'on propose, c'est une forme de concours ou de compétition, c'est pas encore arrêté, mais plutôt un concours, autour d'une forme de magazine. Ce qu'on va faire, je vous le dis très simplement, c'est mettre à disposition 2 maquettes types sur lesquelles un groupe peut travailler, un groupe de jeunes. Ça s'appelle Champions de l'info.
L'idée, c'est de les faire travailler au printemps prochain, avant les JO, sur la thématique: le sport, c'est l'expression des passions. D'accord? C'est le sport, les passions, la joie, la victoire, la tristesse de la défaite, la frustration, l'encouragement, enfin voilà. S'il y a bien quelque chose qui transcende véritablement les sentiments et qui canalise, je ne sais pas dans quel état je serai dimanche soir après le France-Afrique du Sud, mais c'est bien le sport. Donc, comment est-ce qu'on peut, utiliser ça pour en faire une activité d'éducation aux médias? Donc nous, on propose à ceux qui le veulent de, participer à cette opération Champion de l'info. On propose 2 maquettes type magazine. Bon là, j'en ai qu'une à vous montrer, mais voilà. Avec dedans 3, si tu peux descendre un petit peu, heu, un article long, grand format, 3000 signes à peu près. À droite, une petite interview, voilà, beaucoup plus court, 1000 signes. Et puis, si on descend après, on a une page, voilà, c'est pas la taille qui compte, une page de brève, l'information, c'est quoi les JO autour de chez vous? Parce qu'on pense qu'il faut que un magazine, c'est bien, mais c'est bien, quand les gens le lisent, quoi. Et quand ils le lisent, enfin, pour qu'ils le lisent, il faut qu'il y ait des trucs qui les intéressent. Donc il faut aussi des infos, précises, voilà. Mais ça peut être, Stéphanie Machin s'entraîne, pour participer aux prochains JO, elle a été sélectionnée dans l'équipe, enfin c'est des brèves quoi, c'est des petites infos, mais des infos choisies et écrites, et illustrées. Et puis ensuite un 3e format d'article, donc qui est un article court. Là, beaucoup plus ramassé qui peut être aussi sous forme d'interview, qu'on retrouve en dernière page. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est 2 maquettes à choisir, 3 ou 4 formats d'articles. Et nous, on va créer un mini site sur lequel il y aura des fiches pratiques. Comment est-ce qu'on réalise ces articles? D'accord? Comment est-ce qu'on réalise ces articles? Et comment est-ce qu'on les intègre dans la maquette pour qu'elle soit le plus simple possible? Et on veut faire gagner aux vainqueurs, donc je suis en train de travailler au parrainage de l'opération, une rencontre avec, un athlète des JO, un athlète des Jeux paralympiques. Enfin, une athlète des JO d'ailleurs et un athlète des Jeux paralympiques. La rencontre se ferait certainement après les JO parce qu'au printemps, ils vont être dans la phase de préparation, ils seront intouchables. Mais donc le but du jeu, c'est que, voilà, tout le monde travaille et que ça se termine tout début juin pour pouvoir, avoir le temps de donner les résultats fin juin, juste avant les JO. Et ce qu'on propose, donc c'est un petit mini site. Il suffit d'aller télécharger la maquette, tac, tac, tac. Il y a des fiches pratiques, voilà comment on fait. Il y aura quelques exemples, mais tout le monde, je pense, a entendu parler d'un copain qui un jour a été sélectionné à l'équipe du Portugal de machin ou de trucs, ou quelqu'un qui a failli ou qui aurait aimé, mais qui aurait pu, mais qui s'est blessé. Enfin, il y a plein d'histoires à raconter autour du sport. Il y a plein de trucs à faire que ce soit du témoignage, que ce soit du reportage, de l'interview, c'est un très, très bon vecteur, en fait. Donc on veut le rendre le plus simple possible, mais vraiment le plus simple possible, avec une maquette qu'on a créée sur Canva. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Il y en aura une 2e et voilà, il suffira d'aller télécharger des textes dedans, mais de se retrouver avec des vraies contraintes de journaliste, en fait. Des contraintes de taille, de format, de décision, de ce qu'on garde, de ce qu'on garde pas. Enfin voilà, là, des vraies problématiques de comment est-ce qu'on fabrique l'info. Le sujet, on le connaît, les illustrations du sujet, on ne les connaît pas, c'est le travail de la rédaction. Le format, on le connaît, donc on limite un peu la casse et on flèche quand même vraiment l'activité éducation média, mais il faut la mener cette activité pour réussir à avoir un produit fini. Alors c'est pas révolutionnaire, hein, comme idée, mais on se dit que c'est une forme qui pourrait, c'est ce qu'on espère, intéresser ce public jeune-là et qui pourrait permettre à, je sais pas, des animateurs, soit en centre de loisirs, mais plutôt maison de quartier ou autre, voilà, d'avoir une activité sur 2-3 mois, un truc qui soit assez actif. Alors je ne suis pas très bon en réseaux sociaux, mais je pense qu'Instagram va être un des vecteurs de diffusion aussi des magazines. Donc on va voir comment faire sur Instagram
Instagram, justement, diffuser les productions, parce que certains vont vouloir tourner avec leur téléphone, faire de la vidéo aussi. Et on va d'ailleurs dans les fiches pratiques leur dire, mais on peut, à partir d'une interview enregistrée en vidéo, écrire quelque chose. Hein, c'est comme ça qu'on travaille aussi, nous. Et exploiter ces interviews aussi pour faire un peu de journalisme via les réseaux sociaux pour la diffusion, ce ne serait pas absurde, puisque c'est quand même par là qu'ils passent tous. Est-ce que, Étienne, tu peux repréciser le calendrier et la tranche d'âge visée par le projet là? Ouais. Nous, on pense plutôt ado, jeune adulte, ado, jeune majeur. Hein, donc plutôt lycée, lycée et post-lycée, en âge, en termes de tranche d'âge. Et le calendrier, ça serait de commencer à travailler dessus au printemps. Attends, je réfléchis. Non, je confonds avec l'autre opération qu'on est en train de mener. Attends, parce que j'ai 2 trucs dans la tête. Juin, mai, avril, mars. Ouais, non, pardon, début mars. C'est-à-dire lancer le travail de fabrication début mars pour avoir 3 mois, en fait, pour arriver à un truc fini. Mais peut-être qu'il faut faire plus long ou moins long, dites-moi, hein. Là, c'est vous qui êtes vraiment les experts de ce genre de choses-là. Bah, alors ça, je laisserai mes camarades répondre, mais je pense qu'en tout cas, en termes de communication, si on est sur un processus de fabrication d'un magazine sur le printemps, il faut qu'on puisse diffuser l'info bien avant quand même. Nous, en tout cas, Ah oui, on oui. aurait, ouais. Voilà. Adeline, j'ai vu que tu avais levé la main, non? Tu l'as rebaissée? Non, en fait, je me dis, moi, j'étais sur la fabrication, 3 mois, c'est bien, faut pas que ce soit trop long, mais en effet, tu as raison, Hervé. Enfin, il y a avant toute la partie communication en interne, mais après, être sur le travail avec les jeunes, 3 mois, c'est bien. Faut pas que ce soit trop long parce qu'après, on les perd aussi. Donc, voilà, Voilà. c'est juste ça. Mais donc communiquer dès le retour de Noël, enfin début d'année, voilà, pour commencer à travailler en mars et finir en juin, ça semble logique. Ça va. Bon, c'est pas trop trompé, d'accord. Et après, très, très concrètement, si nous, on s'embarque dans cette aventure-là, là, je donne aussi l'info à tout le monde. Donc, on a un magazine nous, qui s'appelle Camaraderie. Et vraisemblablement, le numéro daté de décembre, donc qui arrive chez les abonnés début janvier, traitera de la question des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques. Donc ça serait pertinent qu'on puisse mettre une info là-dessus, si on retient l'idée. Donc ça veut dire que moi j'aurais besoin des éléments, ressources, enfin en tout cas des liens et des éléments de calendrier d'inscription, pour, au plus tard, le 10 décembre, quoi. Ouais, ouais. Moi, alors justement là-dessus, puisque tu parles de trucs un peu techniques, mais ça m'interpelle parce que j'ai pas encore résolu cette question, celle de l'inscription et de la participation. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un processus d'inscription, d'enregistrement matériel, ou est-ce qu'il faut laisser la main libre aux uns et aux autres, et c'est simplement à la réception de leur production qu'on voit combien ils sont? Est-ce qu'il y a un risque de dilution énorme, ou au contraire les gens s'engagent sur les projets et sont fidèles à ça? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si quelqu'un a une idée là de Dans le monde scolaire, je sais, il faut qu'il y ait une inscription, il faut qu'il y ait une validation, tout est là, c'est cadré, mmh. voilà, ça rassure, c'est bien. Là, je ne sais pas. Donc, moins il y a d'étapes, plus c'est facile pour nous, mais il faut peut-être qu'on rajoute des étapes si vous pensez que c'est indispensable. Eh ben, Adeline? moi, je Ouais. suis désolée, ça va. Du coup, moi, je dirais qu'une inscription, c'est une forme d'engagement, donc c'est intéressant que les personnes puissent D'accord. s'inscrire, parce que du coup, c'est rentrer dans un processus, et puis, du coup, l'inscription, c'est chouette si on peut la faire avec les jeunes aussi. Ça permet un engagement, et je trouve ça intéressant, et pour arriver jusqu'au bout, quoi. Mais après, c'est que mon avis. Ouais, je sais pas ça, Étienne, faudra qu'on
qu'on voit, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de dispositifs, beaucoup d'inscriptions, donc ça c'est le côté compliqué. Moi j'ai aussi une remarque sur le côté concours. Nous on a été très concours pendant longtemps au Franca. Bon, ça commence à remonter, on est plus trop là-dessus aujourd'hui sur l'aspect concours. C'est quelque chose qui est plus forcément très très positif en fait, le concours, tu vois. Donc J'avoue que c'était pas prévu au départ, mais on m'a dit, mon conseil d'administration m'a dit: «Mais, faut pas leur faire gagner quelque chose». Donc j'ai regardé, les places, c'est mort, c'est impossible. Le rêve, c'était de proposer des places évidemment pour la compétition. Pour l'instant, c'est impossible, j'y arrive pas. En revanche, rencontrer, des athlètes olympiques, et paralympiques, voilà, c'était un peu c'était pas tant pour faire un concours, c'est plutôt la récompense, voilà, d'un travail, tu vois, mmh. de l'effort qu'ils ont mené sur moi et de proposer quelque chose d'exceptionnel. Mais moi, j'entends tout à fait que culturellement, ça puisse ne pas passer du tout et ça me faciliterait la tâche. Mais, comme ça nous permettrait de faire parrainer aussi l'opération, tu vois? Et lui donner Ouais. un peu de visibilité. Voilà, mais c'est pas arrêté encore. Enfin, on part plutôt là-dessus, mais si vous me dites qu'effectivement ça c'est au détriment du fonctionnement, Bah, parce qu'après le côté rencontre avec des athlètes, ça je trouve que c'est vraiment une belle perspective. Mais, tu vois, alors après il peut y avoir, une rencontre, un peu privilégiée, peut-être pour le travail, voilà, qui est le plus, reconnu en termes de qualité, mais qu'il puisse y avoir sous des formes plus distancielles comme on sait le faire maintenant aussi avec l'ensemble des participants. Je pense que ça aujourd'hui, c'est des choses qui sont faisables et du coup qui évitent le côté très, bon, il y a celui qui a gagné et puis, les autres, bon, qui ont rien, quoi. Je sais pas, ouais, à ouais, bien sûr. voir. Non, mais on peut, oui, on peut imaginer une forme de parce que quand tu dis rencontre pour ceux qui ont bien travaillé, enfin bon, c'est qu'il y a quand même une évaluation à un moment donné, donc c'est un peu un concours quand même, quoi. Heu, et si ça n'a pas la forme telle quelle, on peut imaginer quand même de proposer, d'inviter à une rencontre physique un certain nombre de participants, donc ceux qui ont le mieux travaillé et donner un accès en visio aux autres. Enfin, il y a pas de Mmh. tu as entièrement raison, on peut imaginer quelque chose qui soit pas exclusif à un seul groupe, c'est certain. Oui, oui, si c'est ça la Alors Erwan, j'ai vu que tu avais levé la main. Bonjour Erwan, directeur d'antenne de Radio Sommière. Bon alors déjà sur les Jeux olympiques, hein, c'est cool que ça arrive en France, mais il y a tous les à côté aussi qu'on dit pas trop, hein. Donc il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses un peu moins sympas en termes d'informations sur les Jeux olympiques. C'était pour la petite parenthèse. Et ensuite, je trouve que l'outil est très intéressant pour travailler avec des groupes d'enfants, mais dans le milieu scolaire. Si je devais le faire sur le temps de loisir avec des enfants, en centre de loisirs ou en espace jeune, je ne sais pas si ça prendrait. Alors, je pense que juste faire un portrait, juste faire une petite capsule audio, vidéo avec une interview, un truc assez rapide, oui, sur le temps de loisir. Après, s'engager sur quelque chose aussi long, avec le process que ça demande, je ne sais pas. En tout cas, c'est, je pense, un bon outil pour être sur de la complémentarité, encore une fois, avec l'éducation nationale. Donc, d'accompagner cet outil avec des enseignants qui seraient intéressés. Voilà, moi, je fais la différence vraiment entre le temps de loisir avec des ados, et, par exemple, et le temps scolaire. Donc, je trouve que c'est un bon outil pour nous, mais dans de la complémentarité avec un enseignant. Voilà, c'est pour ma petite intervention. Heu, Merci Erwan, parce que juste, j'ai donné cette information avant l'arrivée d'Étienne. On va, éditer, côté Franca, un dossier ressources destiné notamment à nos équipes de centres de loisirs sur, justement la question, de comment appréhender les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. Donc ce que je disais tout à l'heure rapidement, c'est que dans ce dossier ressources, et c'est pour ça que ton intervention m'y fait penser Erwan, on abordera, l'actualité des Jeux olympiques sous toutes ses facettes, y compris les facettes, qui peuvent être des facettes critiques. Le côté, économique, le côté écologique, le côté, compétition, enfin voilà, Mmh. on abordera, on essaiera d'être assez large sur, cet événement, voilà,
internationales, sociétales, etc. Et puis après, il y aura des ressources sur des actions qu'on peut mener. Donc du coup, là, Étienne, on est en plein dans justement comment votre ressource à vous, elle pourra intégrer ce dossier ressources. Et l'autre remarque que j'ai, c'est que quand tu parles de la tranche d'âge plébiscitée, là, ados et jeunes adultes, à nouveau, peut-être que ça sera un bon outil, nous, à utiliser sur des formations, notamment le champ de la formation professionnelle, parce que ça nous donnera un support. C'est très intéressant quand on peut croiser justement et l'approche autour du sport et l'approche autour des médias. Et donc, je pense que ça pourrait complètement, en l'anticipant, venir s'intégrer, notamment, je sais pas, je pense aux formations BPGEPS, par exemple. Voilà, enfin, ça sera à creuser, mais je pense qu'on essaiera sans doute de flécher là-dessus, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des derniers compléments, interventions, précisions, parce que donc l'heure tourne. Moi, j'aurais en complément des deux propositions là que tu nous fais, Étienne. Bon, je t'en avais un petit peu parlé tout à l'heure. Tu as reparlé des interventions et des interactions entre journalistes et puis école. Donc, nous, on est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Aux œuvres citoyennes, sur une réflexion sur la place des résidences de journalistes, en complément des résidences d'artistes qu'on a pu déjà expérimenter à de nombreuses reprises. Donc je sais que pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est pas forcément une action que vous avez déjà mise en place, Étienne, mais en tout cas, voilà, nous, ça pourrait être une sollicitation de la part des Francas vis-à-vis de votre réseau, de mettre en contact des journalistes avec des équipes de centres de loisirs pour pouvoir installer ces projets de résidence de journalistes. Ouais. Et ce que je te disais lorsqu'on a discuté, nous, ce sont plutôt, pour l'instant, hein, ça va changer, mais pour l'instant, c'est plutôt des journalistes qui sont salariés dans les entreprises de presse. Il y a déjà eu des résidences qui se sont passées, donc c'est toujours au titre de chacune des entreprises de presse en question, petites ou grosses d'ailleurs. Il y a un truc à créer, mais il faut vraiment qu'on définisse très précisément le besoin, les modes de fonctionnement, surtout si on veut intégrer des gens qui sont salariés et qu'on détache pour une opération. Comme me dit un directeur de la Voix du Nord, un mec qui part une demi-journée, pour moi, il revient avec un papier. Mais c'était pas dans le mauvais sens, mais la résidence, elle doit aussi servir le journaliste dans un projet éditorial pour son éditeur, ce qui est tout à fait normal, et anticiper les 2 aspects dès la définition de la résidence, à mon avis, c'est gagnant-gagnant à chaque fois. C'est sûr que résidence pour faire, tout ce que je vous dis, c'est parce qu'on a vu des gens partir en résidence pour faire des résidences et en fait, bon, ils ont fait un peu tout le temps la même chose et puis donc bah, c'était pas super satisfaisant au total. En revanche, bien anticiper la création d'une résidence, vraiment en mettant tous les trucs à plat, en mettant les besoins de chacun du côté de la personne qui vient en résidence et des attentes, surtout des attentes. On peut imaginer des trucs chouettes, surtout qu'aujourd'hui, la tendance dans les rédactions, c'est quand même la multiplication des formats, avec des formats longs et des formats multiples en termes de support, audio, etc., écrit. Donc là, je pense que la résidence, c'est vraiment l'espace parfait pour faire ça, parce que pour une fois, le gars qui travaille dans un magazine ou dans un quotidien, enfin surtout dans un quotidien, il aurait plein de temps Mmh. pour penser les choses. Mais il faudra bien qu'on écrive tout avant et qu'on mette tout à plat avant. Mais ouais, ça peut être une super idée, mais vraiment, il y a un travail de précision de la demande qui doit être fait. Je suis Bah, persuadé. de toute façon, là, nous, actuellement, on est dans une opération pilote et plutôt expérimentale. Donc justement, ça s'adapte bien à créer un peu un projet en dentelle, hein, et à bien définir les choses. Mais de toute façon, par rapport à ce que tu viens de dire, concernant les résidences d'artistes, normalement, il y a une part de création, il y a un temps dédié aussi à l'artiste pour qu'il ou elle puisse avoir son propre temps de création
indépendamment de la création qu'il va pouvoir réaliser avec les enfants du centre de loisirs d'accueil. Donc à mon avis, pour la résidence journaliste, il faudrait qu'on soit sur le même schéma. Ouais, je pense que tu as entièrement raison, à la différence que c'est pas le journaliste qui décide tout le temps du sujet, parce qu'il travaille pas pour lui, il travaille pour le lecteur. Et donc, Mmh. il faut qu'il fasse quelque chose que son rédacteur en chef valide en disant: Ouais. «Oui, ça va intéresser tous les lecteurs de mon journal ou la majorité des lecteurs de mon journal». Et Mmh mh. mais c'est tout à fait possible. Moi, j'ai passé mon temps à dire aux enseignants, par exemple, aux chefs d'établissement, quand vous faites de l'éducation média, profitez de la rencontre avec les journalistes pour faire connaître vos projets d'établissement. C'est des vrais sujets d'actualité locale. Donc là, on doit pouvoir faire la même chose, vraiment, mais il faut juste bien comprendre enfin, imaginer d'avoir le temps pour, bien Mmh préciser la mh. démarche, avec OK. toutes les contraintes, voilà. Bon, bah, donc on retient ça parce que alors je sais pas Amy si tu es toujours, avec nous là, mais on Amy qui est, animatrice dans le Val-de-Marne, qui avait voilà, un Ouais. intérêt pour monter une résidence, dans ce Mmh. département. Donc à ce moment-là, hein, tu t'entends bien qu'il faudra que déjà ensemble, on repose On un peu les pose, choses et les puis après, ouais. avec des choses plus précises, on retourne vers Mmh. Étienne, pour Bien voir sûr. comment ça peut se mettre en place, quoi. En Bah, anticipant le plus possible, quoi, voilà. bah, pour resituer un petit peu, en fait, on aimerait créer des agoras, en partant vraiment des questions que se posent les jeunes. Mais là, ça sera pas enfin, des questions du coup que les jeunes se posent et puis faire intervenir un spécialiste, que ce soit un psychologue, un sociologue, et puis qu'il y ait vraiment un débat autour de ça et que le public aussi puisse réagir autour. Malgré quelque chose autour de ces idées et puis mais voilà, je pense que les choses sont déjà posées et voir les besoins et qu'est-ce qu'on peut construire après. OK. Et pour, les autres, hein, je redonne aussi l'information que un certain nombre de DRAC, financent, des résidences de journalistes. Il y a régulièrement des appels à projets, animés par les DRAC sur cette question-là. Donc ça, c'est aussi à retenir, si on veut, développer cette forme d'intervention. Heu, et ben, donc s'il y a pas de questions complémentaires, Étienne, je te remercie beaucoup, et puis donc tu salueras bien, Marie-Anne, Denis, la présidente, Ouais, parce que pour information, il y a un lien, sans faute. fort entre les Francas et les éditions Milan, hein, un lien fort, historique, puisque les revues, qu'on a éditées, en tant que telles, Franca, dans les années, 60-70, ont été ensuite, produites en partenariat avec les éditions, Milan, et je sais qu'elle va intervenir bientôt, sur une journée organisée par les Francas, de Haute-Garonne. Hein, je sais Mmh. pas Guillaume si tu es là et si tu confirmes, mais une journée, sur la question, voilà, des médias, des écrans, et cetera. Bon, bah, super. Bon, Eh beh, merci à tous. et ben, merci, et puis donc, bonne continuation, sur ton chantier, D'accord. Étienne. Ouais. À bientôt. Ciao. Voilà, Salut. merci beaucoup. Au revoir.